Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Pendant les vacances, je vous propose de revenir sur les meilleurs extraits de notre saison 5 de Femmes. Pour cet épisode 3, on va parler de voyage, de défis de l'entrepreneuriat, de remise en question. Les femmes, en effet, osent, dépassent les limites physiques et mentales. Femmes. En partant en Chine, je ne me suis pas posé de questions. Je ne me suis pas dit, oh, mais je ne parle pas chinois, donc j'y vais pas. Je savais que j'avais une base quand même où je parlais anglais. Donc je me suis dit, je vais commencer avec l'anglais et c'est sur place que j'ai appris le chinois. Donc, mais je ne me suis pas limitée ni à la distance, ni à la langue, ni à la culture différente. Qu'est-ce que les Chinois ont que nous n'avons pas ? Et qui les rend, alors ils sont nombreux, donc qu'est-ce qu'ils ont ? Ils sont très nombreux, ils sont plus de 1 milliard 400 millions de personnes, mais qu'est-ce qu'ils ont culturellement que nous, par exemple, en Martinique, nous n'avons pas et qui les rend aussi, eux, ce sont des voyageurs, comme nous le sommes, mais eux, ils vont, ils s'implantent, ils font du commerce, qu'est-ce qu'ils ont d'après toi ? Ce sont des voyageurs, ce sont des personnes qui, pareil, ne se posent pas de limites en termes de business. Vous allez voir, en fait, je dis vous, mais en général, c'est-à-dire qu'on va voir un Chinois en Chine apprendre, par exemple, une langue africaine comme le Lingala pour pouvoir échanger avec ses clients africains, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, ce sont des personnes qui ne se posent pas de limites. Qu'est-ce que les Américains, de ton point de vue, toi qui es déjà allé plusieurs fois et tu vas y retourner, qu'est-ce qu'ils ont que nous n'avons pas ? Alors, cette soif de savoir, j'aurais dit, parce que maintenant, c'est une phase critique. Donc, je choisis mes roommates, je parle avec plusieurs autres filles qui leur première année également d'université. Et elles me disent, c'est formidable ce que tu fais. Tu vas elles pensent, à chaque fois que j'ai dit Martinique, elles pensent que c'est en France. Donc, j'ai dit non, c'est rien à voir. C'est une petite île dans les Caraïbes. Elle me dit, mais c'est formidable. Qu'est-ce que tu sais ? Et ça ne s'attendent pas à ce que je sache autant de choses qu'elles. Donc, je pense qu'elles sont impressionnées que tu connaisses autant. Voilà, c'est ça. Mais tu as l'impression que tu dois connaître plus qu'elle ? Je pense, parce qu'en fait, comment dire, ce sont tous des profils qui, comme moi, sont excellents à l'école, qui ont été acceptés dans l'université avec beaucoup de mérite. Mais moi, je viens d'une petite île, comme je l'ai dit, et je sais que je devrais mettre 2 fois plus d'efforts dans ce que je fais, parce que même si je connais déjà les États-Unis depuis petite, ça va être différent. Ça ne va avoir papa et maman derrière. Ah oui, tu redoutes un peu ça ? Je me suis déjà mise l'idée, je me suis déjà faite à l'idée. Donc maintenant, c'est le prendre par les 2 mains et puis on y va. Et le fait que, parce qu'on parle pas de n'importe quel, on va pas te faire dire des choses que les gens de la douane pourraient regarder sur tes réseaux, donc, certes, mais le contexte, c'est le contexte qu'on connaît. C'est le contexte où tu as un président très interventionniste, un président, donc ces jours-ci, il est en Chine d'ailleurs, au moment où on enregistre l'émission, il est en Chine, très interventionniste, notamment dans la Caraïbe, il est allé en Iran, etc. Il y a un contexte aussi politique, économique, socio-économique aux États-Unis qui est en train de se durcir. C'est pas quelque chose qui te rebute un peu, qui te fait un peu peur ? Alors, quand j'y serai, il y aura les élections du Sénat, il me semble. Donc, les midterms, les fameux midterms. Oui, c'est ça, exactement. Donc, je suis consciente de ce qui se passe, mais je n'ai pas peur parce que Howard University, c'est une université qui se trouve au centre de Washington, D.C. et qui est très bien sécurisée. Donc maintenant... Alors, voilà, on rentre dans le cœur. Donc, tu nous as dit au début, et on a laissé planer le suspense. Donc, Howard University, donc Lily du nom, à 17 ans, elle était admise. Donc, tu as été admise dans tous tes choix. Hein. Oui. Voilà, tous tes choix, aux États-Unis notamment. Oui, dans 10 autres universités, une dizaine d'autres universités. OK. Et là, elle a dit, moi, je vais à Howard. Pourquoi Howard ? Alors, Howard, c'est peut-être 2 ans, quand j'étais en seconde, que papa me parle de Howard University, qui est une magnifique école, qui a comme alumni Kamala Harris, Anouk Yai pour les fascinés de mode. Donc, je sais que c'est une université qui est 600 top mondial et 85e top états-unien. Donc, c'est l'excellence. l'excellence. Et c'est noir, mais attends. Donc, c'est l'excellence, mais c'est l'excellence noire. Et c'est important pour toi, donc, d'aller dans une université noire. Oui, très important. Je n'ai pas postulé uniquement qu'à des universités noires, mais c'est quelque chose que je trouvais qui était un bonus. Pourquoi ? Alors, parce qu'on va vous dire, c'est très communautariste, tout ça. Boston University, j'ai fait les 3 semaines à Boston University. Il y avait peut-être 2 autres noirs, mais on sentait que c'était pas, comment dire, elle n'était pas
noires. Oui. Elles étaient américaines. Il n'y avait pas ce communautarisme. Oui. Alors qu'à Boston University, c'est des Français, il y a des Français, il y a des Africains. En fait, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est l'excellence noire. À Howard University. Mais qu'est-ce que ça exprime? Alors, tu disais Kamala Harris, il y a aussi eu P. Diddy, quand même. Il y a des gens qui tournent mal, il y a Sean Combs. Il y a aussi eu Sean Combs, mais il y a Kamala Harris, effectivement. Toni Morrison aussi. Toni Morrison, parce que tu aimes les lettres aussi, hein. Enfin, tu aimes lire, hein. Ah oui, voilà, toi, c'est les deux cerveaux qui fonctionnent. mais il y a un côté politique, non? Oui. Il y a un côté politique, parce que les universités noires, je lisais, donc c'était la plupart des écoles noires ont été fondées après la guerre de sécession, parce qu'il y avait une discrimination raciale. Les Noirs, on ne leur permettait pas d'aller à l'école. Donc les gens se sont organisés pour pouvoir envoyer, créer et former leurs élites. C'est ça aussi. C'est ça. Il y a le côté communautaire, donc le côté noir, assumé, mais il y a le côté élitiste aussi. Et le côté communautaire, toi, tu es à l'aise avec ça, toi? Oui. Le côté, je suis noire, je suis fière, voilà. Oui, fière. OK. Parce que oui, pardon. Depuis petite, on regardait assez les dessins animés. Mon dessin animé préféré, c'était Docteur La Peluche, une petite noire qui était médecin, et je me suis dit, je serais comme elle, en fait. Alors, le Vietnam, ça, c'était vraiment une opportunité qui m'est tombée dessus en école de commerce, parce que du coup, il y a eu un appel d'offres, on va dire, pour vendre des voyages au Vietnam, mais à New York. Et du coup, je me suis positionnée et je leur ai dit que je ne pouvais pas mettre en avant une destination que je ne connaissais pas. Donc, du coup, de fil en aiguille, j'ai pu négocier pour aller passer 1 mois et demi au Vietnam. Et comme c'était une agence de voyage franco-vietnamienne, ils m'ont organisé des immersions avec tout ce qu'ils faisaient pour que j'aille découvrir le pays et la population. Et du coup, j'allais dormir vraiment chez les locaux, dans les différentes ethnies. On faisait des randonnées, je dormais chez eux, je dormais à terre. Voilà, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de toilettes. C'était vraiment retour à la nature, on va dire. Et tu t'es trouvée là? Ah, je me suis retrouvée. Oui. J'étais pleinement heureuse et épanouie là-bas, et je pense que ça m'a permis justement de déconnecter le confort du bonheur et de voir à quel point, en fait, quand on avait les liens humains, qu'on était alignés à ce qu'on faisait et que juste on se concentrait sur l'essentiel, en fait, on pouvait être profondément heureux. Oui. Et c'est vrai que je pense souvent à ça quand je vois qu'un de mes business commence à battre de l'aile et que c'est compliqué. Je me dis, au pire, tu finis au Vietnam. En fait, au pire, tu repars en Asie, tu te poses. En fait, juste, ça sera OK. Tout est possible, quoi. Tout est possible, mais en fait, ça me retire cette notion de peur. Pourquoi le monde t'a intéressée? Alors, et comment tu y es arrivée? Alors, déjà, le monde, je crois que dès l'adolescence, parce que quand j'étais au lycée de jeunes filles, et je dis toujours que je regardais l'horizon de la fenêtre du lycée, on avait une vue magnifique sur la baie de Fort-de-France. Et déjà à l'époque, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On voyait donc les navires de croisière entrer, partir, et ça nous faisait rêver. Je suis partie donc en France, j'ai commencé à Nantes ma classe préparatoire au lycée Clémenceau. Et je profite peut-être là pour dire un mot, Barbara, comme je veux m'adresser aux jeunes. Quand je suis rentrée dans ce lycée, j'ai vu la statue de Clémenceau, c'était le lycée Clémenceau, et ce qui était marqué donc, sur la stèle, en disant « Sans attendre l'avenir, retroussez résolument vos manches et faites votre destinée ». Donc ça, c'est rentré à l'âge de 17 ans. Et quand je suis tout de suite rentrée à l'école de commerce, j'ai fait une année préparatoire et j'ai pu intégrer dès la première année. Nous étions la première promotion qui était partie à l'étranger. Nous avons fait une session d'été à l'Université d'Oregon et maintenant, toutes les écoles ont des partenariats et des échanges. J'ai fait aussi un stage au Gabon, mon stage de fin d'études. Et déjà, il y avait donc un petit peu l'appel de l'international. J'avais eu la possibilité de faire un stage en Martinique au Méridien, mais j'ai préféré aller en Afrique en disant c'est une chance unique. Et je crois que de là est partie, en fait, cette envie de poursuivre. Bien sûr, j'ai eu des expériences à Paris, j'ai eu mon diplôme d'expertise comptable, j'ai eu l'occasion de travailler dans les grands chantiers du président Mitterrand, justement après, dans les années 80. Le projet de la Villette notamment, qui était donc un grand projet. Alors, comment tu interviens sur un projet comme ça? Alors, j'étais chargée de faire les prévisions de financement, donc des prévisions de dépenses de fonctionnement. Parce qu'en fait, la France voulait avoir le plus grand musée du monde, mais personne ne s'était préoccupé de ce que ça allait coûter en fonctionnement. Donc, à un moment donné, il faut qu'on sache. C'est comme ça les projets en France. Voilà, donc, ça, on veut, oui, on fait, mais combien ça coûte? Et d'ailleurs, je devrais dire, peut-être parce qu'il est important de dire qu'il s'agissait en fait des
anciens abattoirs de la Villette, qui avaient été interrompus à 70-80% d'avancement parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire les abattoirs là. Et donc, le bâtiment est resté inutilisé pendant de nombreuses années. Et l'idée d'en faire un musée dans le cadre des grands projets, des autres, la Bastille. Tu parles du parc de la Villette? Le parc de la Villette. Oui, mais en fait, c'est au-delà du musée d'ailleurs. C'est-à-dire que il y a tout le parc de la Villette. Mon intervention précise a été sur le musée de la Villette et en particulier, je ne sais pas si tu connais la géode. Bien sûr. Alors, donc, c'était de faire tous les coûts de fonctionnement pour qu'on puisse mobiliser. Il y avait des choix à faire. Par exemple, les musées ferment le mardi. Nous, on a dit, on va fermer le lundi. À l'époque, on avait... Excuse-moi, donc quand tu travailles sur effectivement le fonctionnement, donc tu es sur l'opérationnel. Non, c'était pas l'opérationnel parce qu'il n'était pas ouvert. C'était donc les estimations, les prévisions de fonctionnement. Oui, mais tu es quand même, excuse-moi, mais tu es quand même un petit peu sur des prévisions d'opérationnel. Bien sûr, oui, tu es sur des prévisions d'opérationnel. Donc tu mets un peu le doigt sur comment ça va fonctionner du coup. Mais bien sûr. C'est pas que financier, quoi. C'est pas que. Mais non, parce qu'en fait, on doit traduire le modèle opérationnel en coûts financiers et en revenus et en recettes. Donc, et c'est pour ça que je donnais l'exemple, par exemple, on va ouvrir quand, on va fermer quand, surtout qu'à l'époque, l'Est de Paris, c'était vraiment, on appréhendait. Et puis, j'ai vu que tu conduisais la campagne de mobilisation de fonds 2026-2030 de la Fondation Audencia. Oui. Tu es passé par Audencia. J'ai fait Audencia, l'école supérieure de commerce de Nantes, qui est devenue Audencia, qui est en fait une très bonne école, donc je la recommande parce qu'elle est parmi les 5 premières, après, évidemment, les 3 grandes. Surtout, elle s'est développée à l'international, parce que je suis allée en Chine au mois de juillet, j'ai eu l'occasion d'aller au campus Audencia, et j'ai vu qu'il y avait en fait beaucoup de Chinois en fait, qui viennent chercher en fait la formation européenne pour compléter ce qu'ils ont sur place. Et il y a aussi beaucoup de Marocains. Donc, elle sait vraiment... moi, quand j'ai fait Audencia, on était une promotion de 100. Aujourd'hui, les promotions sont de 800. Et donc, j'ai été approchée par Audencia parce que j'ai toujours considéré qu'il fallait redonner. Et donc, ils m'ont invité d'abord à faire part de mon parcours qui est assez atypique pour un diplômé d'une école de commerce. La plupart sont experts comptables, travaillent en entreprise, dans les cabinets de consulting internationaux. Donc, c'est un cas particulier. Et c'est intéressant, effectivement, de dire aux jeunes, c'est possible. Il n'y a pas d'éléments figés. Donc, ils m'ont ensuite approché pour présider le comité de mobilisation de fonds de la campagne, parce que c'est important. Ça coûte beaucoup d'argent, la formation. Donc, pour assurer la diversité, pour permettre à des jeunes qui sont brillants, qui ont des moyens intellectuels, mais qui n'ont pas les moyens financiers, la Fondation intervient. Donc, nous sommes en plein dedans. Est-ce que tu as déjà été sollicité par les instances politiques de ce pays, du territoire martiniquais, que ça soit la CTM maintenant ou avant, parce que tu as une expérience, tu aides les gouvernements, peut-être que tu as une vision sur le développement. Est-ce que tu as déjà été sollicité? Est-ce que ça t'intéresserait? Bon, je dois avouer que je suis très engagée sur l'Afrique, d'une part parce que j'y ai passé les 30 dernières années, et je continue à aider les pays africains. En ce moment, j'ai 2 ou 3 pays que j'assiste, donc c'est beaucoup que je conseille. C'est beaucoup plus léger qu'une activité à temps plein que j'avais en tant que fonctionnaire de la Banque mondiale, et c'est très intéressant parce que ça donne un peu de recul. Les pays disent, vous venez, vous n'êtes pas banque, mais vous avez l'expertise. Donc tu fais du conseil. Et mais surtout qu'on a la liberté de parole. On a beaucoup plus d'aisance de dire les choses. Donc, c'est très bien. Mais j'ai eu quelques échanges avec la Martinique. Ce que je fais surtout, c'est plutôt de conseiller les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir, des Martiniquais qui sont à l'étranger. Il y en a un qui est à Chicago, qui cherchait des contacts pour sa thèse. Je l'ai mis en relation avec la Banque mondiale. Donc, il y a beaucoup de contacts qui se font comme ça. 2026 a été une année électorale avec les élections municipales qui se sont tenues les 15 et 22 mars dernier. L'occasion de poser la question aux femmes de leur engagement dans ces batailles électorales que déserte malheureusement une majorité d'électeurs. En Martinique, le scrutin a accouché, si je puis dire, d'un réel changement avec 12 nouveaux maires qui ont été élus. Et parmi ces nouveaux maires, la Martinique compte désormais 9 Madame Limet, comme dit d'ailleurs Cynthia Hierro, la nouvelle maire du Marigot. Elle a été élue donc à 33 ans. C'est une militante du parti politique PIA. Elle est suppléante du député Marcelin Nadeau. Et on va la voir, on va l'entendre. Elle est en compagnie d'Aurélie Nella, qui elle-même est maire de Ducos. On les écoute sur l'engagement. Être maire, c'est pas facile tous les jours.
Je suis très jeune, mais j'ai eu la chance quand même dense. Oui, d'avoir un parcours assez dense aux côtés de PIA et de nos partenaires. Et donc, quand la question des municipales s'est posée, les camarades très tôt m'ont dit, Cynthia... Vas-y, quoi. On veut que tu nous accompagnes et que tu es capable de porter un projet pour la commune et de le défendre et surtout de conduire une liste parce que c'est pas une chose facile. On se lance pas comme ça en politique, je pense. C'est une responsabilité, de manager une équipe. Ensuite, d'être là de cette municipalité. Manager une équipe, Oui. Ça, c'est les jeunes qui disent ça maintenant, hein. Je pense que les anciens, ils n'ont jamais utilisé le terme de manager une équipe. C'est peut-être une vision différente. Ça, auparavant, on a surtout connu des maires, peut-être, bon, je me trompe peut-être, qui décidaient eux-mêmes et puis qui avaient une équipe à côté, qui suivaient. Moi, je suis plutôt dans la co-construction. En tout cas, c'est ce qu'on prône avec PIA. C'est un mot à la mode aussi. On l'a bien lancé en Martinique, en tout cas. Oui, la co-construction. La preuve, on a 2 coprésidents, 5 vice-présidents. Et donc, je suis plutôt dans la co-construction avec mon équipe et on prend les décisions ensemble de manière collégiale. Et c'est pour ça que je dis que c'est plutôt manager une équipe, quoi. Oui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je crois que c'est la 2e fois que tu viens, au moins la 2e fois. Mais quand on a commencé Forme, peut-être que c'est même la 3e fois d'ailleurs. Quand on a commencé Forme, je crois que c'était la 2e émission en 2021, je t'avais invité et puis on avait parlé, on avait commenté de comment c'était dur de faire de la politique, comment tu avais été attaqué, je me rappelle, moi j'avais été outrée par ça. C'est dur quand même ça. Mais en fait, il faut être bien préparé parce qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup de gens que ça rebute d'ailleurs de s'impliquer en politique parce qu'on est exposé, on entend toute espèce de choses, d'inventions, on est victime aussi d'attaques et c'est vrai que c'est un engagement personnel, mais c'est aussi un engagement qui atteint aussi la famille, l'entourage. Et donc, c'est des décisions qu'il faut bien mûrir ensemble, mesurer, tout à fait. Oui. Et puis, il faut savoir que c'est aussi, en fait, malheureusement, ça fait partie du jeu politique, en tout cas, ces aspects qu'on veut justement bannir de la politique, parce qu'on veut faire de la politique autrement, donc bannir les attaques personnelles, les rumeurs mal placées, etc. Maintenant, ça fait aussi partie du jeu, et j'avoue que mon parcours m'a beaucoup forgé, parce que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, et en même temps, j'ai envie de dire que s'il n'y avait pas eu tout ça, aujourd'hui, je ne serais pas là où je suis avec la capacité d'encaisser un certain nombre de choses. Oui, mais est-ce qu'il y a une façon, parce que j'ai entendu, moi ça m'a marqué, tu sais, au soir du second tour, j'ai entendu des gens, je crois que c'est toi, Cynthia, notamment, qui disait, on a fait une campagne propre. Une campagne digne, digne et propre. J'ai entendu ça, ça m'a marqué. On a fait une campagne digne et propre. On a l'impression, et on va le voir tout à l'heure avec Focus, hein, on a l'impression que, et tu dis, ça fait partie du jeu. Pourquoi ça fait partie du jeu, la violence? En fait, quand je dis que ça fait partie du jeu, Barbara, c'est-à-dire qu'il faut savoir que ça existe en politique. Tu vois, là, j'étais en conversation avec une amie, et elle me disait, Aurélie, tu vois, il faut faire attention, protéger les enfants, etc. Mais en fait, les gens ont intégré ça dans les aspects liés à la politique. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, bien au contraire. Je dis qu'il faut bannir tout ça pour faire de la politique autrement et montrer que c'est possible. Lorsqu'une commune reçoit 100 €, 76 € proviennent des impôts et taxes, et plus de 50%, c'est l'octroi de mer, fameuse octroi de mer. 16% provient de dotations de l'État, 5% subventions reçues et divers 3%. Est-ce que vous avez les moyens? Alors, ça c'est pour les recettes. Et les dépenses, on y a fait allusion tout à l'heure. Quand on dépense 100 €, donc 64 €, c'est des frais de personnel, achats et charges externes, 32 € et divers 4 €. On parle beaucoup de ça. Les moyens, c'est des charges personnelles. Alors, c'est vrai, l'action sociale, bien sûr. Donc, il faut des gens qui accueillent le téléphone, etc. Mais est-ce que votre vision, c'est quoi? Est-ce que vous avez les moyens, par exemple, de faire de l'investissement? Est-ce ça manque d'investissement? On a besoin. Toi, tu es dans le BTP, tu sais de quoi je parle. Le BTP est un peu en panne parce qu'il n'y a pas de commande publique. C'est ça. Il n'y a pas de commande publique. Et les communes sont un fer de lance. Et ceci dit en passant, lors du dernier salon des bâtisseurs, il n'y a pas eu tellement de maires qui sont venus. Non, pas tout à l'eau. Donc, comment tu investis? Mais il faut déjà reprendre, je pense aussi, l'historique de la fonction publique en Martinique. C'est-à-dire que dans une période, les oui, c'était l'employeur. Oui, mais on a déjà dit ça. Aujourd'hui, tu fais quoi? Non, mais c'est important quand même de le rappeler parce qu'aujourd'hui, on a des communes qui sont justement amenées à supporter ces frais-là. Donc, c'est assez particulier. Et on a une population aussi qui est toujours dans
dans l'idée que ce soit la municipalité qui emploie, alors que le but premier d'une municipalité n'est pas d'employer c'est rendre le service public. C'est ça, il faut rendre le service public, mais des fois, bon, on aurait envie de faire des petites coupes budgétaires et de faire avec moins de moyens, parce que c'est des charges importantes. Je rappelle qu'au Marigot, c'est plus de 3 millions d'euros par an. Et comment tu fais? On est obligé de faire avec. Oui. On est obligé de faire avec. Donc, c'est-à-dire que là, comme a fait Aurélie, par exemple, à Ducos, il faut remobiliser le personnel, revoir comment on réoriente pour mettre en place. Mais tu fais de la formation. C'est ça. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Déjà, on a dû échanger avec l'ensemble des services, puisqu'on avait aussi en base le rapport de la Chambre régionale des comptes. Tu n'as pas eu des grèves, toi, par contre? Ah oui, beaucoup. Oui, tu as eu des grèves, il me semble, de mémoire. Mais en fait, c'était une pratique, j'ai envie de dire, à Ducos. Oui. Maintenant, déjà sous l'ancienne municipalité, c'était compliqué au début, mais je crois qu'eux-mêmes ont compris, les syndicats, que si on ne prenait pas des mesures, on allait tous droit dans le mur. Oui. Et donc là, il a fallu avoir un discours très responsable et leur dire que si aujourd'hui on ne prend pas des mesures, ça ne va pas le faire. Oui. Et donc, on a discuté et j'ai dû effectivement arrêter, bien évidemment avec eux, en échangeant avec eux, des mesures. C'est le non-remplacement du personnel, des départs à la retraite, parce qu'on n'avait plus ces moyens-là. Oui. Ça a été le gel pendant 3 ans, des avancements de grade. Ça a été... j'ai pas eu le choix, en fait, parce que... Tu as combien de personnes, toi? Plus de 400. Au début, c'était près de 500 employés. Au fur et à mesure, on a un personnel qui est aussi vieillissant. Oui. Donc, c'est aussi des pathologies qu'il faut pouvoir gérer. C'est accompagner le personnel. Des fois, ils arrivent à proximité de la retraite et n'ont pas forcément une retraite à taux plein. Donc, c'est des situations qu'il faut pouvoir accompagner aussi humainement, mais en même temps avoir à l'esprit qu'il faut gérer la masse salariale et la contenir. Donc, c'est pas facile. Et donc, est-ce que vous arrivez quand même à dégager des voies d'investissement, quoi? Je parlais du BTP, ça repose pas spécifiquement sur vous, pas que sur vous, bien entendu, mais les grands projets, c'est quoi, hein? Oui. On a beaucoup investi à Ducos. Les dépenses en équipement ont été multipliées par 6 parce que je me suis rendu compte aussi qu'on avait un patrimoine qu'il fallait entretenir parce que nos routes, nos bâtiments publics, la mairie qui coulait, on ne pouvait pas faire de réunion en salle de délibération. Quand il pleuvait, la salle de délibération prenait l'eau. Toute l'installation électrique, il a fallu la refaire parce qu'à n'importe quel moment, ça pouvait prendre feu. Dans Forme, nous avons très souvent évoqué la santé des femmes, qu'il s'agisse de la santé physique ou de la santé mentale. Je vous propose tout de suite qu'on écoute Dr Christina Iosif. Elle dirige le service de neuroradiologie interventionnelle au CHU de Martinique. Elle partageait le plateau ce jour-là avec Michèle Glémaud, directrice générale des admissions et du recrutement à l'Université de Montréal. Ça fait 4 ans donc que je suis venue en Martinique. J'ai pu monter donc le service d'INERI. Je travaille avec 2 autres femmes d'ailleurs. Le professeur Stéphanie Puzet, qui est la chef de la neurochirurgie, et le docteur Aïssatou Smiaté, qui est la chef de neurologie. Donc 3 femmes pour le cerveau de tout le monde. Oui. Et en faisant mes recherches, mes statistiques sur mes patients, j'ai trouvé que 80% de mes patients avec anévrisme intracrânien sont des femmes en Martinique. Ah oui. 80% des patients sont des femmes. Des femmes. Anévrisme intracrânien. Dis-nous ce que c'est l'anévrisme. Tu sais ce que c'est l'anévrisme? Michel, je veux que tu me redises, s'il te plaît, l'anévrisme. L'anévrisme intracrânien, c'est en fait une sorte de vulnérabilité du paroi artériel. Donc une sorte de pause, si tu veux, une sorte de hernie du paroi qui survient pour des raisons à la fois génétiques et environnementaux. Donc il y a un aspect qui est génétique là-dedans et il y a aussi des facteurs environnementaux, notamment l'hypertension, le diabète, plein d'autres choses qui peuvent faire pousser donc un anévrisme et rompre un anévrisme. Oui. Donc dans la littérature internationale, on voit qu'il y a 50% de femmes et 40% d'hommes dans cette pathologie. Chez nous, c'est que des femmes en fait. Ah, oui. C'est que des femmes, que des anévrismes multiples. C'est quelque chose qui mérite d'être dit, qui mérite d'être étudié parce que et tu l'étudies là ou bien c'est... Oui, là je viens de le décrire. C'est pour la première fois, en fait, personne n'a jamais mis le doigt sur ça. Voilà, ça au niveau des Antilles, au niveau des Caraïbes, si vous voulez. Là qu'on a vu qu'il y a ça, il faut qu'on aille plus loin. Bien sûr, donc, pourquoi? Et tu as des sous pour ça? Il faut plus d'argent? Les financements, ça doit venir. Il y a des projets intérêts, il y a des projets régionaux. Et je pense qu'au bout d'un moment,
les instances locaux comme les instances nationales doivent s'en préoccuper. Mais une question néanmoins, est-ce que finalement la mise à jour de ce déséquilibre 80-20 n'est pas liée aussi au fait, peut-être, hein, tu vas me dire, ça peut être une des raisons, au fait que les femmes viennent consulter? Parce que, est-ce que par exemple, il y aurait des ruptures d'anévrisme qui seraient mortelles chez les hommes, qui seraient sous vos radars parce que les femmes viennent à temps consulter? Non. Non, parce que en fait, c'est la première fois qu'on traite de manière préventive en fait, les anévrismes, pas que dans les Antilles-Guyane seulement, dans toute la Caraïbe. Donc au début, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est les anévrismes rompus déjà qui viennent dans l'hôpital. Donc ils viennent, les patients, il y a un anévrisme rompu, deux autres non rompus, on les suit après, et petit à petit, avec le temps qu'il passe, en fait, les généralistes, tous les collègues, en fait, comprennent que quand on trouve un anévrisme d'une manière fortuite, il faut nous les adresser en consultation. Donc il n'y a pas un biais homme-femme là. C'est quand on les découvre, soit parce qu'il a saigné, soit parce qu'on l'a trouvé en fait d'une manière générale. Je ne pense pas qu'il y a un biais. Non, c'est-à-dire que le moment où vous le découvrez n'implique pas de biais. Ce qui peut être aussi vrai, comme j'essaie d'expliquer à mes patients vraiment qu'est-ce que c'est, parce que les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est. Quand ils entendent en fait le fait qu'il y a peut-être un facteur génétique, etc., parfois, je vois en fait qu'ils envoient leurs sœurs, leurs enfants en consultation. Et sur ça, les femmes sont plus sensibles. D'accord. Comme on est des mamans, on prend soin peut-être de tous. Ça existe. Mais ce n'est pas dans ces statistiques-là. 80-20, quoi. C'est 80-20. Donc, vous êtes en train d'investiguer sur les causes pour pouvoir mieux prévenir. Voilà, bien mettre en place un projet international. Il faut lancer l'appel, hein, là. C'est ça. Exactement. Donc, dans les 2 ans qui suivent, il faut absolument qu'on passe dans un projet de recherche bien financé pour investiguer ça. Vous faites des recherches, vous avez... je pense que Michel, avec toi, là, vous allez travailler ensemble. Ce que j'avais envie de dire, c'est que moi, je trouve passionnant la discussion qu'on a présentement parce que je sors du salon Forméo et trop souvent, les parents et les jeunes qui viennent nous rencontrer arrivent avec des idées tellement préconçues par rapport aux études et aux carrières et sous-estiment le pouvoir de la recherche. On vient avec les idées que nos enfants doivent être ingénieurs, architectes, avocats. Ou travailler dans le commerce. Ou travailler dans le commerce. Et on sous-estime vraiment, je veux le redire, on sous-estime le pouvoir de la recherche. La façon qu'on est capable de traiter maintenant différentes maladies. Et même au salon, je disais aux jeunes, et parce qu'ils me disent aussi qu'ils veulent être médecins, puis je leur dis, c'est parfait. Vous pourriez devenir médecin, mais il y a également tellement d'autres choses qui existent dans le secteur de la santé. Bien sûr. Je leur dis, vous savez, on s'est sauvé de la COVID grâce aux immunologues. C'est ces gens-là qui ont été capables de faire de la recherche, de faire du développement de vaccins pour qu'on puisse s'en sortir. Et de l'innovation. Et là, quand j'entends Christina parler, c'est ce que je me dis, c'est cette recherche, c'est cette capacité d'explorer, de découvrir le pourquoi qui te guide. Il faut être... en fait, j'ai envie de lancer un message aux parents. Soyez soucieux du pourquoi de vos enfants. Parce que trop souvent, on veut les rentrer dans des espèces de cases préconnues. Et entre nous, dans 10, 20 ans, allons-nous avoir besoin d'autant d'avocats? Peut-être pas. Parce que l'intelligence artificielle est capable de faire, de mieux comprendre la jurisprudence, beaucoup mieux que n'importe quel individu. Peut-être que la radiologie a évolué tellement depuis, avec les nouvelles technologies, comparativement à antérieurement. Bien sûr. Mais pour ça, il faut innover, il faut faire de la recherche, il faut s'investir. Absolument. Et ça, les parents ne voient pas cette valeur ajoutée. Alors moi, j'entends Christina parler, puis je me dis, oh mon Dieu. Puis l'autre chose que je voudrais juste dire, c'est aussi la présence des femmes dans ces secteurs. Il y en a beaucoup. Souvent, on retrouve pas... On trouve des femmes dans médecin de famille, des trucs un peu plus nichés, féminins. Mais t'as dit qu'elle a 3 femmes. Elles sont 3 femmes quand même dans ce service. Là, c'est bravo. Mais dans la recherche, il y en a beaucoup de femmes. En fait, c'est 3 services différents. C'est vrai qu'on est 3 têtes, en fait, femmes. C'est rarissime, en fait.
Le suicide, c'est tabou. La santé mentale, surtout en Antilles, c'est tabou parce que surtout, on ne le comprend pas. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Et quand on ne sait pas expliquer quelque chose, pour nous, ça nous paraît dangereux et ça nous paraît étranger. Oui. Alors que finalement, il suffirait d'en parler, de pouvoir le dire librement, que les personnes qui ont souffert de ça, qui en ont survécu, parce qu'il y en a beaucoup, oui. Elles puissent dire, mais en fait, moi, à un moment, ça n'allait pas. J'ai eu, est-ce que j'avais des problèmes financiers? Est-ce que j'avais des problèmes de couple? Voilà, ce genre de choses qui ont fait que progressivement, l'anxiété est apparue, la dépression est apparue, l'insomnie est apparue. Et en fait, quand on reste dans cette souffrance-là, qu'on ne la dit pas, qu'on ne peut pas l'exprimer, parce que quand ça nous arrive, on est moins fonctionnel. Alors, aller au travail, c'est difficile. Souvent, on prend un arrêt, on s'enferme parce qu'on a honte, parce qu'on ne comprend pas forcément ce qui se passe. On ne sait pas se l'expliquer et on a peur d'en parler. Quand on a peur d'en parler, on s'enferme encore plus. Donc, ça crée presque un cercle vicieux où finalement, en bout de course, comme on n'a pas de solution et qu'on ne peut pas aller en chercher, oui. Ça peut nous amener à des idées suicidaires. Oui. Que ressent, parce que tu as parlé d'une progression en fait, la dépression, l'insomnie, etc., des signes mais aussi une progression vers finalement peut-être la crise que vous appelez la crise suicidaire, on va y venir. Mais que ressent, quel est le schéma mental de quelqu'un qui se retrouve dans cette situation-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui se dit « je ne suis plus adéquat, quoi, je ne fais plus l'affaire » C'est quoi l'intériorité? Est-ce que, bon, peut-être qu'il n'y a pas de typologie, mais... Alors, il y a quand même des choses qui sont communes à tout à chacun et de par le monde. Une personne qui est en crise suicidaire, c'est quelqu'un qui d'abord est en souffrance. Oui, c'est un mot qui est important, souffrance. Vraiment, c'est un mot qu'il faut retenir, c'est quelqu'un qui souffre. Et qu'il souffre au point de... tellement qu'il n'arrive pas à sortir, s'extirper de lui-même de ce qui provoque la souffrance. Il n'y a que la personne qui sait ce qui provoque, mais elle n'arrive pas à trouver les solutions pour parer à ça. Et en fait, au bout d'un moment, elle va simplement vouloir que la souffrance s'arrête. Et cette histoire de souffrance qui s'arrête, elle a l'impression que la seule façon que la souffrance s'arrête, c'est de mourir. Oui. Alors que, et c'est bien important de faire la différence avec ça, c'est que quand on est suicidaire, c'est pas qu'on veut mourir, c'est pas qu'on demande à être mort, c'est qu'on demande à arrêter une souffrance. Et c'est très différent. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a le 31-14. Alors, pour nos interlocuteurs, alors notre priorité, enfin surtout avec notre association, mais bon, maintenant on est en train d'être, c'est la santé. D'accord. Donc nous, notre premier travail, ça a été de travailler avec le centre régional des pathologies, avec l'équipe du professeur Rézière. D'abord Rézière, voilà, l'UCHU. D'abord Rézière, Jonathan Florentin. Et on s'est dit, comme les gens sont malades et ils ne savent pas ce qu'ils ont, et ils ne font pas forcément le lien entre leur maladie et les miasmes. Donc, et puis les gens n'aiment pas aller à la MENA, parce qu'il y a une consultation gratuite le jeudi après-midi, de 14h à 18h, à la MENA. Oui. Mais comme les gens n'ont pas envie d'aller à la MENA, donc on leur a demandé un jour, on s'est dit, tiens, est-ce que vous voudriez bien venir faire des consultations à domicile dans le quartier? Et ils viennent, tu nous as dit. Et ils ont accepté de venir. Et donc on a mis en... Alors ça demande des bénévoles qui mettent leur maison à disposition. Eux, ils viennent avec leur matériel et on a des consultations. Donc ça avance, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus? Il faudrait que alors là, on veut l'étendre à toute la Martinique. Donc il faut qu'eux aient plus de moyens, plus de médecins, parce que c'est un effet psychologique aussi important, parce que je ne vous raconte pas le nombre de dépressions. Des gens sont en dépression. Et c'est un sentiment d'abandon. C'est-à-dire que les gens sont avec leurs problèmes. Vous avez des responsables qui viennent vous dire 30 millions, 12 millions, 15 millions. Et nous, notre quotidien, c'est nos sargasses, elles sont toujours là. On est de plus en plus malades. On perd. Voilà. OK. Et donc, on a compris. Donc, ça, c'est le premier interlocuteur, c'est la santé. Donc, trouver aussi des mesures de prévention. On ne sait pas comment se présenter. Pour le moment, on nous dit la seule chose à faire, c'est de vous tenir éloigné de votre maison. Y a-t-il des choses? On a beaucoup de questions et on n'a pas de réponse. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? OK. Et puis, pour
On a aussi, donc là, l'ASMA a réussi enfin, c'est un travail, bon, moi, je suis présente que le mois de novembre, hein, et puis l'ASMA n'a que 2 ans, donc on travaille avec le GIP, donc on a créé un groupe d'intérêt public Sargasses. Oui. Ouais. Et il y a un sous-préfet, le sous-préfet du Marin, qui est en charge des sargasses pour toute la Martinique. Oui. Okay. Donc, on a mis en place aussi des réunions avec eux. Et vous discutez avec eux. On discute, on fait des réunions de travail. Parce que nous, ce qui manque là dans cette histoire, c'est le lien entre la population et les décideurs. Voilà, dans Focus, je vais faire un petit quiz avec vous. Alors, un quiz qui m'est inspiré par un article du Washington Post du 30 novembre. C'est une espèce de dictionnaire sur les relations actuelles hommes-femmes, avec à l'heure du web. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le ghostlighting? Vous qui parlez anglais. Ghostlighting. Ghost, fantôme, light, lumière. Je pense que c'est lorsqu'on on ne répond plus aux sollicitations d'une personne avec qui on a commencé à entretenir une relation. Oui, alors mais c'est un mélange en fait. On connaît ghosting. Oui, ghosting, moi je connaissais. Voilà, moi je connaissais le ghosting qui peut être douloureux oui, psychologiquement parce que vous, comme on va employer les termes actuels, hein, d'accord. On date quelqu'un et puis clac sur Internet et puis hop, chérie. Donc on fait du love bombing. Voilà, on avait eu quelqu'un qui nous avait fait le. C'est du love bombing vraiment. Voilà, le love bombing, c'est je t'aime le matin, le midi, le soir, etc. Et puis la personne disparaît. Ghosting. Gros problème si, hein, ça pose des problèmes. Et alors le gaslighting, c'est un mélange, donc c'est gaslighting, c'est le mélange de ghosting et de gaslighting, oui, tout à fait. Donc le gaslighting, c'est le mélange de à la fois il part, et puis quand il revient, ou elle revient, il bombarde. Mais il revient. Oui. Il revient pour bombarder et peut-être faire croire que c'est ta faute si il est parti. Donc c'est ça. Après, il y a un autre mot, donc toujours extrait de cet article, depth avoidance. Évitement de la profondeur. Voilà. Alors, j'ai pas trouvé l'équivalent en français. Évitement de la profondeur. C'est-à-dire que c'est une relation qui va rester. Donc, il y a un des partenaires qui va garder la relation vraiment en surface. Et donc, l'autre est là et veut approfondir, mais il est fuyant. Et voilà. Et c'est pratiqué de plus en plus. Deflection. Vous savez ce que c'est? Deflection. Donc, c'est le mot anglais, là. C'est quand le partenaire, donc c'est toujours lié aux réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on a connu quelqu'un sur Internet, ou voilà, ça se fait beaucoup parler au WhatsApp, etc. Le partenaire va tout vouloir savoir de vous. Il va vous bombarder de questions. Qu'est-ce que tu fais? Il va connaître tout. Et puis, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous ne savez rien de cette personne. Mais rien. Qu'est-ce que ça peut être bizarre. Vous avez déjà connu ça? Non. Et enfin, alors celui-là, je trouve qu'il est extraordinaire, ce mot. Situationship. Je ne sais pas le dire. Comment tu dis? Situationship. Voilà. Quand vous êtes dans une situationship, votre partenaire fait planer un doute sur la consistance, la nature de la relation. Alors, c'est différent de deflection ou de deep avoidance. Voilà, parce qu'ils ont peur de souffrir. Donc, ils se disent, voilà, c'est un petit peu opportuniste, quoi, utilitaire. Donc, ils font planer le doute. Ouais, mais je veux que ça s'approfondisse, je veux pas que ça s'approfondisse. On est amis, on n'est pas amis. C'est, comment on dit, friends with interest. Sex friends ou pas. Sex friends ou friends with interest. Est-ce que ça va justement jusqu'à une relation profonde dans le sens où... Voilà, mais il y a quelqu'un qui prend la décision pour les deux. Donc, il y a un des partenaires qui prend la décision pour les deux, mais qui laisse le doute planer. Donc, on est dans une situationships. Et en fait, il y a la deuxième personne qui, finalement, n'a pas trop son mot à dire, quoi, qui subit ça. Et donc, les psychologues commencent à s'intéresser à ces choses-là, qui sont liées aux nouvelles relations de couple, qui ne sont pas vraiment des couples. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Ça vous laisse sans voix. Maggie, qu'est-ce que ça t'inspire? Je trouve que c'est assez toxique, toutes ces relations. Mais c'est une nouvelle relation, souvent, en fait. Voilà, ghostlighting, donc ghosting, deflection, avoidance ou situationships. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure du digital, à l'heure où tout va vite, c'est vrai que finalement, c'est vrai que les relations humaines changent également.
et les choses vont aussi vite et les choses sont moins figées qu'à l'époque. Mais là, elles peuvent être figées, là. Moi, je trouve que c'est quand même dans la superficialité, beaucoup. Donc, on dirait qu'on ne cherche pas à se connaître en profondeur, on reste sur des choses où on peut tout de suite partir, dégager. Mais ça montre aussi, excusez-moi, ça montre aussi que les gens ont peur. Oui, c'est-à-dire que la relation, parce que, par exemple, situationship, c'est que la personne, certains amoureux, certains, donc ils sont incertains, et ils préfèrent finalement leur solitude et une forme de liberté. Mais ça dit ce qu'ils ont vécu, ça dit qu'ils ont peur d'une relation qui peut effectivement mal se terminer. C'est ça. Tout à fait. C'est ça que ça dit. Enfin, qui peut soit mal se terminer ou soit avoir un impact sur finalement leur bien-être au quotidien. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne prennent plus le risque. Avant, on prenait le risque, on n'avait pas tout ça. Et ils sont célibataires. On prenait le risque d'avoir une relation, donc le risque potentiellement de souffrir. Et là, on a trop peur de souffrir. Donc, mais celui qui a l'initiative je ne sais pas le dire, désolé. Situationships ou bien le death avoidance, il mène le jeu. Oui. Et celui qui subit, il a un gros poil, quoi. Il a un problème. Bon, comme avant, ceci dit. Oui, avant Internet. On n'avait pas mis un mot dessus. Et puis, il y en a qui restent dans leur solitude. Il y a de plus en plus de gens qui préfèrent être célibataires. Tout presque est permis sur le plateau de Forme en janvier, juste avant le carnaval. Nous avons transformé ce plateau en véritable boîte de nuit avec 2 femmes DJ, Maya Level et Laurie Jam. Maya Level. Y'all should know me well enough. This better have my money. Please don't call me on my blood. Pay me what you want. Ballin' bigger than LeBron. Bitch, give me your money. Who y'all think y'all frontin' on? Like blah, blah, blah. Louis 13 and it's all on me. Nigga, you just bought a shot. Kamikaze, if you think that you gon' knock me off the top. Shit, your wife in the backseat of my brand new foreign car. Don't act like you forgot. I called a shot. Like blah, blah, blah. Pay me what you want. Don't act like you forgot. Bitch, better have my money. Bitch, better have my money. Pay me what you want. Bitch, better have my. Bitch, better have my. Bitch, better have my money. Not too free, got no other hope I fucking wasted. Every time I drop, I am the only thing I'm playing. In a drop top to 100, y'all in my rearview mirror racing. Where y'all at? Where y'all at? Where y'all at? Where y'all at? Allez, elle t'envoie super énergie. C'est qui ça? Maya, on peut parler de tes goûts. Elle est dedans. Bravo. C'est quand on commence comme ça, c'est dur d'arrêter. Mais pour revenir, on veut comprendre. Mais Barbara, c'est comme des préliminaires, hein.
Ah oui. Ah, tu peux pas interrompre. Ah non, désolé. On fait chaud. Mais on passe 52 minutes, voilà, il y a un moment. Et c'est vraiment ton univers musical, on le voit là. Ton univers musical est très varié. Donc c'était quoi? Il y avait de la musique traditionnelle martiniquaise, il y avait du brésilien. Alors moi, j'aime bien intégrer un peu de tout à mon set. Et j'aime beaucoup les remixes. Donc là, c'était sur une base d'Amapiano. C'est un son d'Afrique du Sud qui est super tendance en ce moment, et en le mélangeant avec notre culture, pour toujours garder ce petit rappel, et puis rappeler des choses aux gens, un peu comme Madeleine de Proust. Et je tends vers ça quand je mixe. Même si j'apporte d'une nouveauté, un peu de fraîcheur, je veux quand même que ça éveille quelque chose. Et alors moi, ce que j'ai bien aimé, tu sais, parce que ce que je reproche parfois au mix, c'est que les morceaux soient très courts. Oui. Tu sais, donc tu as à peine le temps de rentrer dans le truc, et puis hop, là, ça passe. Est-ce qu'il y a une règle? Est-ce qu'il faut que ça dure, je sais pas, 20 secondes, 10 secondes? Il n'y a pas de règle, mais je pense qu'il y a beaucoup de styles différents, et surtout en Martinique, c'est pas le même DJing qu'à l'international. C'est vrai? Ah oui, c'est totalement différent. C'est quoi la différence? Disons que le format ici, c'est qu'ils ont accès à beaucoup plus de musique. Nous, on a galéré pour les avoir. C'était pas la même génération. Enfin, je parle des jeunes DJ. Hein. Tout jeunes DJ, ils sont nés avec Spotify, Beatport et compagnie. Nous, c'était payant les morceaux, ou alors il fallait les pirater et tout. Donc on avait moins de temps, et donc on avait. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé, j'avais pas autant de morceaux que j'ai aujourd'hui. Donc je les faisais durer un peu plus longtemps pour que mon set dure jusqu'au bout. Et il y a plein de DJ qui te l'expliquent comme ça aussi. On parle beaucoup de ce qu'écoutent les jeunes martiniquais notamment, avec voilà, mainstream et chata. C'est quoi les tendances là? Par exemple au carnaval, là, qu'est-ce qu'on va entendre? Bon, bien sûr la musique de carnaval. On n'entend plus tant de musique de carnaval au carnaval, je trouve. Hein. C'est vrai? Du bouillon, du chata. Non, c'est bouillon, chata. Moi, j'entends que ça. Hein. Ok, comment vous, qui connaissez bien la musique, vous caractérisez ces musiques-là? Je parle pas forcément des paroles, hein, parce qu'il y a tout un débat sur les paroles, chata, bouillon, mais il faut juste en parler. D'abord, des paroles. Ça va ensemble. Maintenant, on essaie de faire ce qu'on appelle du chata conscient. Je vois des personnes qui posent sur des rythmiques chata, pourquoi pas. Mais moi, je suis pas pour. Hein, je suis pas fan, moi. J'en joue, hein. Mais au niveau musical, toi qui connais, vraiment, vous avez une. Au niveau musical, non, c'est simple. Hein, c'est pas une musique très compliquée. À faire. Elle est dansante. Les paroles, c'est pas. Mais voilà, il y a des bonnes basses, donc ça fait bouger. Ok. Donc ça c'est bien, ça faire bouger des personnes. Oui. Et alors donc c'est vraiment les tendances quoi. Oui, mais moi je fais le tri comme il y a des morceaux, je récupère des banques de titres et j'en jette plein parce que trop vulgaire. Ah, c'est ça. C'est un vrai choix que je fais. Un choix de femme, pas. Beaucoup trop vulgaire. Oui, et puis surtout, si on veut parler de conscience, de consentement, de faire des choix. Et puis, il y a des filles qui chantent des choses en incitant pratiquement à ce qu'on les viole. Oui, voilà, moi, c'est pas possible de passer ça. Au contraire, on a quand même un rôle. Comme a dit Maya, elle regarde la foule, elle la lit, elle regarde, elle balaye. La majorité, c'est plutôt des femmes, des hommes, c'est mix, et voilà. Ok, je vais plutôt aller dans cette tendance-là. J'ai pas envie que les gens partent en courant. Tout à fait. Voilà. Après, il y a beaucoup de DJ qui font ce type de musique. Donc je pense que il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. C'est pour ça qu'on dit qu'il y en a pour tout le monde. On est content d'avoir les copains, on vient l'écouter. Quand ils en passent, on danse aussi. Hein. Bon, je danse pas face maté. Hein, tu danses pas comme ça. Non, tu ne pas face maté. Il faut apprendre le rire. Non, je danse dans ma tête. On a reçu sur le plateau Soupa Maya qui chante Chata Vérité. Chata Vérité. Chata conscient. Chata conscient. Mais c'est reggae ça, tu vois. Bon, elle est dans l'univers reggae. Donc Chata, tu fais le tri. Trop vulgos, ça t'intéresse pas, quoi. Trop vulgos, je mets pas. Ok. Et bouillon, c'est pareil. Bouillon, c'est pareil. C'est au niveau. Et puis, mais au niveau de la vitesse et du tempo, on est en 136, 140. C'est hard, ça, non? Un peu plus. C'est quoi? On peut s'écouter. Allons s'écouter ça un petit peu. On s'écoute quoi? Mais prenez vos platines, allez aux platines, mesdames. Ah, tu veux? Ah ouais, faites-nous un mix chata bouillon, là. Avec le tri. Ok, avec le tri, alors. On vous laisse, vous préparez. Donc oui, ça, c'est pas trop vos rythmes préférés? Non, je dirais pas ça, parce que moi, je joue quand même de la dancehall très, très dansante. Je peux jouer des artistes comme Kiba, des sons un peu... Ce qu'on appelle de la trap hall maintenant. Trap hall. Attends, faut que j'écoute. De dancehall électronique. Mais les rythmes les plus rapides, là, c'est soca, non? C'est bouillon soca. Soca, ça va vite. Funk. Les funk aussi. Oui. On a aussi beaucoup de musique africaine, donc l'afrobeat qui tourne autour, pareil, de 130. Qui c'est qui est prête? Tu es prête? Ouais. You know take it up. You know take it up. Yo bitch boy la ville moi on va décoller là. la ville moi C'est
for the bang, big bang, biddy bang, now bend for the bang, bend for the bang, bend for the bang, big bang, biddy bang, now bend for the bang, bend for the bang, bend for the bang, big bang, biddy bang, now bend for the bang, bend for the bang, bend for the bang, big bang, biddy bang. And on the knees now bend for the bang, go down low now bend for the bang, bend your back now bend for the bang, you know Bobby show now bend for the bang, do it slow now bend for the bang, go down low now bend for the bang, do it sideways, let me see now bend for the bang. You make my toe say ha, body chihuahua, body shape like Coca-Cola. Même si parfois je ne vois pas les deux coups. Ah, ça c'est Théodore. Ça cause mon fier qui l'éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Baby boo, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois je ne vois pas les deux coups. Ça cause mon fier qui l'éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Congolise, baby aimerait sa billet. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle. Je suis pété sous Cali, pollen jaune maille à l'abeille. Manque plus qu'une petite Pauline, même si je l'ai déjà vue la veille. Donc vous produisez beaucoup pendant le carnaval, j'imagine que c'est le moment, quoi. Je pense que là, tout le monde a besoin d'un DJ à ce moment. Tous les bars, tous les lieux. Tout le monde trouve, ouais. Et vous vivez de ça, c'est votre métier? Là, en ce moment, oui, moi, beaucoup. Et toi, Maya? Alors moi, j'ai vécu longtemps de ça, mais depuis que je suis arrivée en Martinique, enfin, bon, c'est pas vrai en fait, mais il y a un an, j'ai repris une activité à côté. C'est vrai? Oui. Parce que c'est compliqué de C'est vivre plus compliqué ici que là-bas. Là-bas, je vivais vraiment que de ça. Oui. J'avais des dates du mardi au dimanche, je pouvais jouer un peu partout. Ouais. Ici, c'est... en fait, il y a un milieu. Donc, il faut entrer dans le milieu en Martinique. Ah oui, oui, c'est un milieu c'est quoi fermé. le milieu? Mais c'est quoi? Pourquoi c'est un milieu fermé? Parce que c'est des DJ qui tournent, voilà, qui sont connus, c'est souvent les mêmes. Oui. Donc pour rentrer dans le milieu du DJing, c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup d'hommes, on entend Natoxi, voilà, il y a Moulinex, c'est des grands, voilà, c'est des gens qui sont... Mais comme elle, je suis arrivée, j'avais un travail, et maintenant je vis de ça, parce que j'ai eu du mal à faire les deux. Mais je travaillais beaucoup, tout comme toi. Mais quand tu parles du milieu, c'est vraiment quelque chose qui... faut enfoncer des portes. Oui. C'est vrai. Et puis on a une tendance généraliste. Alors, on ne sait pas dans quelle case se placer. Il y a des DJ qui sont électro, il y a des DJ qui sont chata, il y a des DJ... Donc c'est dur, enfin c'est pas dur, parce qu'il suffit que... Là, mais c'est quoi les occasions? Donc il y aura les soirées de carnaval, ok, bon, c'est spécifique, pendant les fêtes de fin d'année, mais c'est quoi la clientèle? C'est des clients privés, toi, pour moi, c'est plutôt les privés. Et c'est pour ça qu'il y a l'anniversaire, c'est ça? C'est quoi? Mariage, anniversaire, bar mitzvah, départ en retraite, lancement de produits, enfin tout. Les sociétés aussi. Je parlerai de mon père, que j'ai perdu. En fait, c'est ça aussi la question de la mort. J'arrive jamais à me souvenir les dates. Pour la date de la mort de mon père, je sais que c'était après le Covid, que ça devait être sûrement en 2021. Et donc, il n'a pas pu voir mes films. Il n'a pas pu voir tout ce que j'ai pu faire entre-temps. Et je lui dédie tout mon travail. C'était un homme fort. Et justement, par rapport à cette question de douleur, puisque moi, j'aborde la relation du corps, de l'esprit, il a été pour moi très inspirant. Mon père, c'était une source d'inspiration pour moi et voilà, c'est de lui que je voulais parler, Jean-Pierre Bernabé. Jean-Pierre, bel hommage. Il faut parler d'un homme, Flo. De qui tu veux parler? Je ferai la connexion entre le papa et le papa du slam, donc Papa Slam, parce que c'est quelqu'un qui m'a attirée. C'est une lumière pour moi et c'est quelqu'un qui m'a attirée donc dans le sens paternel où j'avais l'impression de trouver un deuxième papa alors que mon papa est là et bien là et que voilà, je me reconnectais quelque part à une figure paternelle dans le slam, dans cette famille où j'arrivais finalement toute neuve sur une scène de tournoi où c'était quand même un monument de faire ça. Et lui, cet édifice qu'est Papa Slam, c'est lui, je trouve, qui m'a emmenée jusqu'à ce développement artistique, de me faire confiance. Le mot de la forme, le mot de la fin, ce serait quoi, Sandra? Le mot de la fin, ce serait quoi pour toi? Ne pas rester seul, ne pas hésiter. Être fort, c'est demander de l'aide aussi. 31-14. 31-14. Le mot de la fin, ce serait quoi, Sonja? Eh bien, ce serait de se souvenir que nous sommes des animaux sociaux, nous les humains, et nous avons besoin du groupe, nous avons besoin de cette société-là autour de nous, notre famille, nos amis, notre communauté, elle est importante et elle nous aide, elle nous sauve. Ça fait partie c'est un des piliers de la santé mentale pour moi et c'est quelque chose qui a valorisé et que nous, on sait faire et il faut se recentrer là-dessus. Ouais.
Nous sommes des animaux sociaux et nous avons besoin du groupe. On se quitte avec ces mots du docteur Sonja Siudan Nijita. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le 4e best-of de la saison 5 de Femme. Bye bye, à bientôt. Femme. Femme.